Avec les beaux jours, la tentation est grande pour le citadin d'aller se promener dans les forêts alentours de chez lui. La probabilité de rencontrer la bactérie Borrelia burgdorferi sensus lato est grande, comme de développer la borréliose de Lyme. Donc, je vous invite donc à vous écouter. Vous êtes donc Nathalie Boulanger. Vous venez de Strasbourg, directrice de recherche sur les tiques et maladies à tiques à l'Université de Strasbourg et le Centre national de référence Borrelia. Alors, mesdames, messieurs, bonjour. Je voudrais remercier les académies pour leur invitation et plus spécialement Philippe Sansonetti pour son invitation. Alors, j'aurais pu choisir un thème associé aux tiques et maladies à tiques, notamment la salive. Ça aurait fait une plus belle transition avec ce qui a été fait avant, parce qu'il y a effectivement beaucoup de choses à dire sur la salive de tique, qui est immunosuppressive et pharmacomodulatrice, mais j'ai choisi, dans le contexte environnemental, de vous parler de l'anthropisation et des maladies à tiques. Et donc, j'ai choisi comme maladie à tiques la borréliose de Lyme. Alors, la maladie de Lyme, c'est une maladie à transmission vectorielle. Un des acteurs essentiels, c'est le vecteur. Ce vecteur, on le trouve principalement dans l'hémisphère nord avec des variations géographiques, comme vous pouvez le voir. Dans l'hémisphère nord, donc sur le continent nord-américain, vous avez Ixodes pacificus et Ixodes scapularis. En Eurasie, vous avez sur le versant ouest Ixodes ricinus et sur le versant est Ixodes persulcatus. Alors cette tique, c'est ce qu'on appelle une tique télotrope. On va revenir sur l'importance de la variété d'hôtes. Elle peut se nourrir sur plus de 300 espèces animales et la femelle, une fois qu'elle a pondu ses milliers d'œufs, va donner naissance à des petites larves qui vont aller à la recherche d'un premier hôte, des petits rongeurs, des oiseaux. Elle va prendre un repas sanguin de 3 jours et se laisser tomber au sol pour muer et devenir donc une nymphe qui, à son tour, va rechercher un nouvel hôte, à nouveau principalement des petits rongeurs et des oiseaux. Repas sanguin de 5 jours, se laisse tomber au sol et devient mâle ou femelle. Et là, ça va changer drastiquement parce qu'il va lui falloir une grosse masse sanguine. En effet, la femelle prend jusqu'à 100 fois son poids de sang. Donc, un petit mammifère, ça ne lui convient pas. Donc, on va voir que les chevreuils et les ongulés sauvages vont avoir un rôle très, très important dans le maintien des populations de tiques. Donc, ces tiques, elles sont strictement hématophages. Et en termes de santé publique, ce sont les nymphes qui sont les plus incriminées dans la transmission de la bactérie de la maladie de Lyme parce qu'elles sont les plus répandues dans l'environnement et elles sont également petites et pas inaperçues. Concernant l'agent infectieux, donc c'est Borrelia burgdorferi sensu lato. Là, c'est pareil, vous avez une grande variété géographique. Vous avez donc sur le continent américain principalement Borrelia burgdorferi sensu stricto, avec d'autres Borrelia secondaires, mais peu pathogènes pour l'homme. Et sur le continent eurasiatique, ici, vous avez principalement Borrelia afzelii et Borrelia garini, et d'autres secondairement. Alors, la bactérie de la maladie de Lyme, en fait, c'est une bactérie de découverte récente. Ça a été découvert donc, sur la côte est des États-Unis, d'où le nom, dans la ville de Lyme. Ça a été découvert par Alan Stier, par un rhumatologue qui enquêtait sur des cas groupés d'arthrite de Lyme chez des enfants. Et peu de temps après, c'est William Burdorfer qui va découvrir cette bactérie chez la tique. Et en 92, en fait, on va se rendre compte que c'est en fait un complexe d'espèces et qu'à ce jour, on a environ 20 espèces de Borrelia. Donc j'insiste, il y a une certaine spécificité géographique. Borrelia burgdorferi sensu stricto, principalement en Amérique du Nord. On l'a un petit peu en Europe, mais peu. Et ce sont surtout Borrelia garini et afzelii et d'autres espèces qui sont présentes. C'est la première maladie à transmission vectorielle de l'hémisphère nord. En France, on est globalement à 50 à 60 000 cas par an. Le troisième acteur très important de cette maladie vectorielle, c'est l'hôte vertébré. Donc, comme la tique est strictement hématophage, ces animaux sont absolument essentiels. Certains d'entre eux vont être des réservoirs. Les rongeurs sont les réservoirs pour Borrelia afzelii et les oiseaux vont être réservoirs pour Borrelia garini et Borrelia walesiana. Et on associe cette spécificité au système complément. Si je prends un exemple, Borrelia garini va être lysé par le système complément
et de la souris, et vice-versa. Borrelia hazeli va être lysé par le système complément des oiseaux. Vous avez également Borrelia lusitaniae qu'on peut trouver rarement chez l'homme, avec un réservoir principal qui est le lézard. Et vous avez Borrelia spielmanniae aussi, trouvé rarement chez l'homme, mais qui peut se retrouver chez le hérisson et le loir, par exemple. Alors, quel est le taux d'infection des tiques à travers l'hémisphère nord? Globalement, c'est entre 2 et de 30%, mais voire plus. Actuellement, sur la côte est des États-Unis, dans le Rhode Island, par exemple, vous pouvez monter jusqu'à 50% de tiques infectées. Chez nous, en France, on considère que c'est 2 à 20%, mais par exemple, en Alsace, qui est une zone fortement endémique, on a des sites qui peuvent monter à 30%. Alors, la maladie de Lyme, c'est avant tout une zoonose, donc, comme on vient de le dire, qui circule chez plus de 300 espèces animales différentes. Les animaux domestiques peuvent être touchés, mais à des degrés variables, probablement en fonction de leur fond génétique. Et l'homme est ce qu'on appelle un hôte accidentel. Et s'il est piqué par une tique infectée et s'il ne l'a pas extraite suffisamment tôt, la bactérie donc, peut se retrouver au niveau cutané chez l'homme et au bout de 3 à 30 jours provoquer ce qu'on appelle ce fameux érythème migrant, qui est une lésion d'au moins 5 cm de diamètre qui va être extensive. Et si le système immunitaire n'est pas suffisamment efficace ou si le patient n'est pas traité, ça peut disséminer en phase précoce avec un tropisme soit pour le système nerveux, soit pour les articulations. Et au bout de plusieurs mois, voire années, vous pouvez avoir cette fameuse acrodermatite chronique atrophiante, qui est une manifestation cutanée tardive, une arthrite de Lyme ou une neuroborréliose tardive. Les études épidémiologiques qui ont été faites en France, alors la première a été faite en Alsace en 2001-2003 et a montré fort heureusement que la plupart des patients sont diagnostiqués au niveau de l'érythème migrant, puisque c'est ce qui se traite le plus facilement, c'est pour ça que je dis heureusement, et environ 14% des patients étaient diagnostiqués à la phase disséminée. À peu près 10 ans après, une autre étude épidémiologique a été refaite, toujours en Alsace, et a montré qu'on était à peu près dans les mêmes proportions, avec une phase disséminée un petit peu plus importante, avec 21% des patients qui développent une phase disséminée. Concernant le diagnostic, alors malheureusement, Borrelia est très peu présent dans les tissus. Donc ça rend son identification directe difficile. On peut la cultiver, mais là aussi c'est problématique parce qu'elle a un temps de génération très long. Il lui faut un milieu particulier, il faut un microscope à fond noir. Alors on peut également avoir recours à la PCR en diagnostic direct, mais là c'est pareil, ces deux techniques ne sont pas suffisamment sensibles. Donc pour diagnostiquer les patients, on va avoir recours à un diagnostic indirect en 2 temps. ELISA qui, s'il est douteux ou positif, on va pratiquer un Western blot pour confirmer. Alors, on a parlé d'antibiorésistance ce matin. Pour la maladie de Lyme, il n'y a pas de résistance avérée. Elle se soigne soit par la doxycycline, soit par l'amoxicilline ou la ceftriaxone en fonction du stade du patient. Alors, est-ce que la maladie de Lyme est en expansion? C'est un petit peu un sujet polémique. On voit quand même que sur les données américaines, sur la côte Est, où ça a été d'abord diagnostiqué, vous voyez que de 1996 à 2018, on a quand même une large expansion des cas de maladie de Lyme qui donc, s'étendent vers les Grands Lacs et pénètrent de plus en plus au niveau Canada. Il y a aussi une plus grande diagnostic de cas de maladie de Lyme. Et si je me place au niveau français, la partie Grand Est, quand je dis Grand Est, on descend jusqu'à la région Rhône-Alpes, pareil, vous avez donc une forte incidence de cette maladie dans le Limousin. Et donc, vous voyez que les cas ces dernières années ont augmenté. Alors, est-ce que c'est une réelle augmentation ou est-ce que c'est une plus grande sensibilisation des patients et du domaine médical? C'est probablement des deux, mais on va voir qu'il y a peut-être aussi d'autres facteurs qui sont responsables de cette augmentation des cas. Alors, quel est l'impact de l'anthropisation sur cette maladie? Alors, je vais revenir sur la tique. Donc, elle est présente partout en Europe, beaucoup moins au niveau du pourtour méditerranéen parce que c'est trop sec. Et donc, son cycle de développement est long, 2 à 3 ans, voire 6 ans, si elle ne trouve pas son hôte. Et à garder à l'esprit, elle est très sensible à la dessiccation. Alors, son habitat idéal, c'est la forêt, avec un couvert végétal, justement pour la protéger de la dessiccation, et souvent une litière de feuilles qui, pendant la période hivernale, notamment en climat continental, va la protéger du gel ou de la neige. Donc, cette tique est présente
surtout dans les écosystèmes forestiers, mais des données qui s'accumulent de plus en plus montrent qu'elle est présente maintenant en milieu périurbain et urbain. Alors on va analyser l'impact de l'anthropisation sous deux aspects, l'aspect forestier, puisque c'est une tique forestière, et l'aspect faune sauvage, puisqu'elle a besoin de ses autres vertébrés. Alors quel est l'impact de l'homme sur les écosystèmes forestiers? Alors je vais faire un petit zoom arrière. On va se placer après-guerre, donc après la guerre 39-45, où la forêt a été très fragilisée. Et de ce fait, la fragilisation a conduit à l'invasion massive de bois, notamment de résineux, par un petit coléoptère qu'on appelle les scolites. En 1947, grande sécheresse, ça a boosté ces scolites à se multiplier, donc les arbres ont été très touchés. Et en 50-70, il y a eu la désertification rurale. Donc pour pallier cette désertification, on a replanté massivement, des épicéas notamment. En plus, c'était financé par l'État. Et donc les scolites ont trouvé un terrain favorable pour se développer. En 99, on est tous encore marqués par cette tempête. On en voit encore les marques et il y a encore beaucoup d'arbres au sol. Alors ces scolites, donc vous voyez bien que c'est une digression, ils attaquent le bois et ils font des dégâts massifs. Alors cette forêt, ça a été pris au printemps dernier, c'est dans la forêt de Verdun. C'est des hectares de forêt qui sont détruites par les scolites et qui viennent d'être rasés. Il y a d'autres essences d'arbres, comme l'orme, qui ont été également très touchées. Alors, on a pensé, après-guerre, avec la découverte du DDT en 1939, on a découvert cet organochloré, et on a pensé qu'on allait solutionner tous les problèmes de santé publique avec le typhus ou l'éradication du paludisme, en ciblant les moustiques, qu'on allait également éradiquer les ectoparasites sur les animaux et qu'au niveau des écosystèmes, on allait également solutionner en forêt les problèmes de peste végétale. Donc on trouve au niveau français très peu de documents, mais j'ai réussi quand même à trouver quelques documents qui montrent qu'on a fait un poudrage massif des forêts françaises. Quand je dis massif, c'est massif, avec du DDT. Simplement, dans les années 60, une biologiste américaine, Rachel Carson, a publié ce fameux livre qui a été très médiatisé, Le Printemps silencieux, pour montrer l'impact du DDT sur l'environnement et qu'en fait, ce n'était pas seulement l'environnement qui était touché, mais c'était également l'homme. Alors bien sûr, en 70, on a arrêté ces organochlorés, notamment le DDT, et ça a été remplacé par les pyrétrinoïdes, notamment pour traiter en forêt ces problèmes de scolytes. Donc, on s'est rendu compte, là, il y a encore un rapport de 2021 de l'INSERM qui montre que les pyrétrinoïdes sont toxiques pour l'homme et pour l'environnement. Donc, il est fort probable que pendant plusieurs années depuis l'après-guerre, on a maintenu les populations de tiques à bas bruit, mais que l'arrêt de ces traitements insecticides ont fait probablement réémerger les tiques. On a aussi un autre exemple très parlant en termes d'insectes, c'est avec la punaise des lits. Depuis qu'on a arrêté le DDT, ça fait 20 à 30 ans qu'on voit ces punaises des lits réémerger de façon massive un peu partout. Donc ça, c'est le premier point qui peut expliquer que les tiques ont réapparu. Autre argument en faveur d'une réaugmentation et d'une réinstallation des tiques dans l'environnement, on a changé les pratiques de sylviculture. On pratiquait des coupes à blanc, comme vous pouvez le voir ici, et comme la tique est très sensible, il est très fort probable que ces coupes ont également impacté les populations de tiques. Quand il y avait des coupes, entre guillemets, on nettoyait la forêt, on brûlait les branches, et tout était utilisé jusqu'au dernier morceau de bois. On pratiquait également l'écobuage pour nettoyer, tout ce qui était friche, on nettoyait, et maintenant, on est passé à une autre extrême, pour des raisons de biodiversité, mais probablement aussi économiques, où on laisse les branchages, on laisse les arbres tomber au sol, et ça constitue des écosystèmes favorables pour les tiques, favorables pour les rongeurs, et favorables aussi pour les ongulés. Autre changements environnementaux qui probablement impactent les populations de tiques, pour toujours des raisons de biodiversité, on veut revégétaliser les villes. Alors, quand on voit à Lyon la coulée verte, ça va créer des environnements qui vont être propices à faire revenir les cervidés proches des villes et les populations de tiques également. On a déjà des témoignages de gens qui nous disent qu'ils habitent en bordure de coulée verte à Lyon et ils sont
infestés de tiques parce qu'ils ont beaucoup de chevreuils. Alors, il y a une autre approche peut-être plus raisonnée, c'est une végétalisation, mais plus par des petits végétaux que par des grands espaces forestiers qui sont peut-être à risque. La végétalisation raisonnée comme ça peut poser des problèmes par contre pour les moustiques s'il y a trop d'eau et trop d'humidité. Et ça, c'est un autre domaine d'expertise. Alors, je voudrais aussi vous parler d'une étude qu'on vient de finaliser sur aussi l'impact du changement paysager, c'est-à-dire de la fragmentation du paysage. C'est une étude qu'on a faite en Moselle dans le cadre d'un observatoire homme-milieu avec le CNRS, où on a collecté des tiques dans ce qu'on appelle une zone agricole ouverte versus une zone forestière fermée. On a pris 20 sites avec différentes activités humaines et on a collecté les tiques pendant leur pic d'activité. Et ce qu'on observe, c'est que quand vous avez une zone agricole ici, vous avez 20 fois plus de tiques qu'en zone forestière. Alors, comment on explique ça ? Alors, les Américains l'ont aussi très bien montré que la fragmentation du paysage, ça favorise la prolifération des tiques. Eh bien, quand vous avez un espace forestier très étendu, les animaux sont dilués, donc les tiques sont diluées, elles ne trouvent pas facilement leurs hôtes pour se nourrir. Si vous êtes dans une zone agricole ouverte, vous avez des patchs de forêt où les animaux sont concentrés et vous avez donc les tiques qui vont se retrouver également concentrés. Donc, le contact hôte-tique va être accru. En plus, dans ces zones, on l'a clairement observé, on pratique ce qu'on appelle l'agrainage, qui est pour protéger les cultures. En fait, cet agrainage, qui est un nourrissage artificiel de la faune sauvage, notamment des sangliers, eh bien, va favoriser la pullulation d'autres animaux comme les rongeurs et les oiseaux. Alors, la forêt en France aujourd'hui, eh bien, elle a repris depuis l'après-guerre donc, de la surface. Donc, c'est ce que vous pouvez voir ici. Les essences forestières aussi se sont diversifiées, mais on peut clairement voir que ça se superpose aussi avec les cas de Borréliose de Lyme, ce qui n'est pas étonnant, puisque je vous ai dit que la tique ixodes était une tique forestière. Concernant la faune sauvage, est-ce qu'il y a aussi des modifications anthropiques qui favorisent les proliférations de tiques ? Alors, je vous ai dit que cette tique, elle pouvait se nourrir sur plus de 300 espèces animales différentes. Certaines d'entre elles sont des réservoirs de pathogènes. Alors, je vous ai cité les Borrelia de la maladie de Lyme, mais vous avez l'Anaplasma, qui est aussi réservoir chez les animaux. Vous avez Babesia, qui est un parasite, qui est aussi réservoir chez certains de ces animaux. Vous avez les oiseaux, donc, qui sont aussi très importants. En plus, ils vont disperser les tiques. Et donc, vous avez les cervidés qui sont donc très importants. Quand vous avez un cervidé, si vous allez à la chasse et qu'un cervidé est tué, vous pouvez voir que ça grouille de tiques, que ce soit larves, nymphes ou adultes. Donc, ils sont extrêmement importants dans le maintien des populations de tiques. Alors, si on prend les données de l'Office de la biodiversité en termes de présence d'ongulés sauvages, on voit clairement que depuis les années 70, où ils ont commencé à répertorier, vous avez une augmentation massive du cerf élaphe. Pareil pour le chevreuil. Et pareil pour le sanglier. Alors le sanglier, en termes de maladie de Lyme et de tique ixodes, il est beaucoup moins important que pour une autre tique qu'on appelle dermacentor, parce que ce sanglier se déparasite, il se roule dans la boue, il a une peau beaucoup plus dure. Donc c'est surtout cerf et chevreuil qui sont importants pour les populations de tiques de type ixodes. Alors on a pensé aussi réguler les populations d'ongulés sauvages. Alors ils avaient disparu, ces prédateurs, notamment le lynx. Il a commencé à être réintroduit dans certaines régions. De même, le loup commence à réenvahir, entre guillemets, la France par l'Italie. Et certains donc, préconisent qu'il pourrait être là pour réguler les populations de chevreuils notamment. Alors, il y a certaines pratiques, notamment de chasse, je vous en ai parlé tout à l'heure, mais même si elle est censée être régulée, la pratique de l'agrainage, dans beaucoup d'endroits, notamment en Alsace, où on est localisé et qu'on prélève tous les mois depuis 10 ans des tiques, on voit qu'il y a cette pratique de l'agrainage qui persiste, et pas forcément pour dissuader les ongulés sauvages, c'est simplement pour attirer et maintenir des populations en nombre conséquent. Il y a aussi, alors je ne veux pas trop en parler parce qu'on en parle beaucoup, il y a les changements climatiques. Alors c'est sûr que ça impacte, mais le changement climatique, c'est l'homme. Le changement climatique intervient, mais vous voyez bien que c'est multifactoriel. C'est vrai que plus de sécheresse, ça fait aussi souvent plus de production de glands. Et s'il y a plus de production de glands, c'est aussi plus de prolifération de rongeurs et de cervidés. Donc c'est vrai que
le climat impacte aussi les populations de tiques. Alors, je vous ai parlé principalement de la borréliose de Lyme qui est transmise par cette tique, mais comme vous pouvez le voir sur ce tableau, j'en ai listé que quelques-uns. Mais la tique Ixodes est un vecteur excellent de différents agents infectieux, que ce soit bactériens, virus avec le virus de l'encéphalite à tique, ou de parasites comme la babésiose. Donc, les faire proliférer, c'est aussi donc, augmenter le risque d'autres pathologies. Alors, c'est vrai qu'elles sont en nombre nettement moindre que les cas de borréliose de Lyme, mais malgré tout. Et je vous ai listé quand même, je vais pris pour exemple Ixodes et Borrelia, mais je pourrais prendre l'exemple d'autres tiques qui sont présentes en France, pour lesquelles aussi on observe que la modification des écosystèmes a fait augmenter des populations, notamment la tique Dermacentor, est en forte augmentation dans les environnements. Rhipicephalus sanguineus, elle est présente surtout sur le pourtour méditerranéen, mais avec les modifications climatiques, elle est en train de remonter et elle est plus agressive avec la chaleur. Et vous savez que ça a été médiatisé avant la période Covid, c'est qu'il y a eu l'introduction de différentes tiques Hyaloma marginatum en Europe. Pour l'instant, excepté en Espagne, le virus n'est pas présent, mais il y a une très forte surveillance de cette tique donc sur le sud de la France où Hyaloma marginatum est présent. Et on peut craindre que progressivement, il y ait peut-être une installation de cette tique, de son cycle et du virus. Alors, pour conclure, je voudrais insister sur, et ces journées en sont le meilleur exemple, la multidisciplinarité comme approche essentielle dans les problèmes de santé. On voit clairement que les connaissances sur les écosystèmes forestiers et les pratiques de culture forestière sont essentielles. Les connaissances sur la faune sauvage sont également très, très importantes. Nos activités humaines ont aussi beaucoup changé, qui ont augmenté donc, nos contacts avec la forêt, donc les tiques. Les professionnels aussi de la forêt sont de plus en plus confrontés aux problèmes de tiques. Donc il y a vraiment une nécessité de repenser la biodiversité, comment cohabiter avec les tiques, comment diminuer leur population. Alors dans un contexte, alors on a parlé surtout de One Health, il y a aussi le concept Eco-Health, même si dans One Health, en général, on sous-entend l'environnement, il est essentiel d'avoir cette triangulaire animal, homme et environnement. Et donc une approche multidisciplinaire intégrée, c'est-à-dire tous ensemble, mais tous ensemble autour d'une table et pas tous ensemble, chacun dans un laboratoire. Voilà, je vous remercie de votre attention. À la salle. Oui. Merci pour votre présentation, Dominique Chavat, vétérinaire. J'ai une question à propos des animaux donc carnivores, chiens, chevaux et bovins qui peuvent être infectés par des tiques, notamment Dermacentor ou Rhipicephalus, et contracter la pyroplasmose. Peuvent-ils aussi être infectés par cette tique et contracter cette maladie de Lyme? Ça, c'est ma première question. Et la deuxième question, ça concerne cette tique, Ixodes ricinus. Y a-t-il un prédateur naturel de cette tique? Merci beaucoup. Alors, on sait que Ixodes peut piquer les animaux et en termes de sensibilité, il y a des sensibilités très, très variables en fonction, c'est ce que je vous disais, du fond génétique. Par exemple, tous les chevaux ne développent pas, par exemple, une borréliose de Lyme. Le chat, apparemment, n'est pas très sensible à la maladie de Lyme, voire pas du tout. Le chien, certaines races le sont. Donc, il y a des grandes variations en fonction du fond génétique. Pour répondre à votre question, c'est une question qui est récurrente. Est-ce qu'effectivement, on pourrait contrôler les populations de tiques? Alors, elles sont uniformément réparties dans l'environnement. Au laboratoire, effectivement, il y a plusieurs approches. Il y a des guêpes parasitoïdes qui pondent dans les tiques. D'accord ? Il y a des spores de champignons qui, effectivement, attaquent la cuticule et pourraient détruire les tiques. Et il y en a un troisième, des petits nématodes. Donc, dans le sol, il est probable. De toute façon, quand vous avez des milliers de larves, vous avez des centaines de nymphes et des dizaines d'adultes. Donc, toutes n'arrivent pas au stade adulte. Donc, il y en a probablement un certain nombre qui sont tuées parce qu'elles ne trouvent pas leur hôte ou parce qu'elles sont détruites par des spores de champignons ou par des petits nématodes dans le sol. Simplement, avoir une lutte environnementale, biologique, ce serait idéal, mais si ça marche au laboratoire, faire de l'épandage de spores de champignons, je ne sais pas, de l'épandage de guêpes parasitoïdes,
je ne sais pas non plus. Et pareil pour les petits nématodes. Donc, c'est sûr que c'est quelque chose qui est compliqué. Le meilleur moyen pour, très simple, si vous avez des tiques dans votre environnement, c'est couper l'herbe et mettre des barrières pour laisser les chevreuils à distance pour éviter qu'ils viennent avec leurs tiques. Là, déjà, vous contrôlerez déjà bien les populations de tiques dans votre environnement proche. En forêt, c'est extrêmement compliqué. Non, moi j'avais un commentaire qui était plutôt qu'est-ce qu'on fait là? Vous voulez qu'on aille autour d'une table? On est un peu perdu avec tout ce que vous nous avez dit sur la forêt, etc. Il y a juste maintenant, vous nous avez donné un tout petit peu des outils pour lutter. Moi je suis un petit peu perdu là. Qu'est-ce qu'il faut conseiller aux gens? Qu'est-ce qu'il faut On fait un constat vraiment qui est effrayant, quoi. Non, je pense qu'il faut dédramatiser. Alors, quand je vous parle de l'OHM, le CNRS a un autre dispositif qui s'appelle les zones ateliers. Et on est en train de travailler dans une zone atelier sur le problème des maladies à tiques. C'est qu'on est en train de travailler avec les chasseurs, avec les forestiers, avec les agriculteurs, pour faire un état des lieux et voir quelles sont les pratiques humaines qui ont effectivement impacté le plus ces populations de tiques pour, développer des méthodes de prévention auprès du grand public, et après voir quelles sont dans nos pratiques forestières des choses qu'il faudrait faire justement pour diminuer ces populations. C'est clair que la prolifération des chevreuils, par exemple, les Américains l'ont très bien montré, c'est un facteur très très important pour les populations de tiques. Mais ce n'est pas le seul. Après, on nous dit coupez pas l'herbe parce qu'il faut faire des hôtels à biodiversité. Là, aujourd'hui, vous nous dites couper l'herbe. On sait plus ce qu'il faut faire. Non, mais je pense qu'il ne faut pas être alarmiste. Je pense que quand je vous dis couper l'herbe, il y a de la végétalisation dans les villes, la végétation par des fleurs, etc. Ça, ce n'est pas propice pour les tiques. Par contre, faire une ceinture verte ou une coulée verte, on sait que les chevreuils, ils vont trouver par système de connectivité pour devenir plus proches de nous. Je reconnais que le problème est complexe. Monsieur Tabora, je crois, a demandé le micro aussi. Oui, en tant qu'agronome, je suis un peu surpris des politiques en matière de forêt actuelles. Je prends juste l'exemple du bois de Boulogne, mais il y a bien d'autres bois, où en fait on laisse les souches assez anciennes sur place. Bon, nous, quand on faisait de la sylviculture dans nos écoles, on apprenait quand même, il n'y a pas si longtemps, que c'était des foyers et qu'au fond, où on trouve l'équilibre. Donc moi, je suis un peu étonné sur cette politique qui consiste à laisser des arbres morts avec donc des souches d'insectes qui sont nuisibles. Alors c'est vrai qu'il peut y avoir des insectes utiles, mais là se pose le problème. Quelle serait votre recommandation ? Alors, moi-même, pour l'instant, je ne veux pas faire de recommandations. Je travaille en collaboration avec les forestiers privés et publics, donc notamment l'ONF, pour faire ce constat, bien documenter ce que je vous ai dit, par exemple, pour l'utilisation des pesticides. Et croyez bien que quand je vous parle de l'historique de l'utilisation des pesticides en forêt, ce n'est pas pour les réintroduire, certainement pas. Mais c'est pour expliquer que les tiques se sont réinstallées, probablement à cause de ça. Et que les Américains ont fait le même constat, avec des petites variations, parce qu'on n'a pas tout à fait la même histoire, mais il y a le même constat. Donc, moi, je ne peux pas préconiser. Je suis juste un chercheur qui travaille avec des acteurs de terrain. Alors, après, est-ce qu'on va édicter, faire un rapport, une recommandation? On peut toujours. Mais pour l'instant, on est dans le processus de faire le constat pour essayer de faire le bon état des lieux. Oui, si je puis me permettre, je pense que Pascal Cossard a raison quelque part. C'est-à-dire, j'ai l'impression que dans cette histoire de tiques, on a fait plus de progrès dans le traitement que ce qu'on a fait de progrès dans la prévision du risque. Et c'est un problème effectivement très complexe. C'est-à-dire, à l'époque dont vous parlez, il a été fait des traitements avec des organochlorés, essentiellement contre le hanneton, et dans la période de 1947 à 1950 en France. Donc on traitait les lisières dans certains départements. D'autres départements n'ont pas vu 1 kilo de produits appliqués sur les forêts. Donc je pense qu'indépendamment du fait que les organochlorés sont peu actifs sur les tiques et qu'on a utilisé ça dans une période très ancienne, à mon sens, ça ne peut pas être ça qui a déclenché le mouvement.
En revanche, depuis lors, notre population a doublé, les parcelles agricoles se sont étendues, et les tiques, on ne les trouve pas au milieu du champ de blé, on les trouve sur les bordures. Les populations de chevreuils ont explosé, donc à mon sens, c'est quelque chose qui est à gérer comme on essaie de gérer la mortalité des abeilles, c'est-à-dire c'est un phénomène qui a des dimensions multiples et qu'on ne pourra aborder utilement qu'en ayant un regard assez haut, en essayant de saisir toutes les composantes qui peuvent agir sur le phénomène. Lorsqu'on se focalise sur un point précis, quel qu'il soit, on est sûr d'avoir faux, parce que le problème est multifactoriel et que ça demande justement un décloisonnement des disciplines, un rapprochement des spécialistes pour essayer de savoir comment on peut évoluer le système. Et ce que vous disiez sur les coulées vertes me paraît très judicieux, c'est-à-dire on introduit des animaux porteurs de tiques, ils n'y peuvent rien, dans un milieu où ils n'avaient pas l'habitude d'aller, où ils se retrouvent non pas en concurrence, mais en parallèle avec les citadins. Je veux dire, lorsqu'un chevreuil, dont la population a explosé, je tiens à le rappeler, est infesté par des milliers de tiques, bon, ben cet animal en laisse tout le long de son trajet, on l'amène gentiment vers les villes et on dit aux enfants « allez jouer dans l'herbe ». Je veux dire, quelque part, nous ne sommes pas très cohérents parce que nous n'avons pas pris la mesure du risque tel qu'il se présente dans la nature. Et encore une fois, le décloisonnement des disciplines me paraît là excessivement souhaitable. Je veux juste compléter, le DDT il a été interdit en 1970 et il a été remplacé par les pyrétrinoïdes qui ont été interdits que très dernièrement. Dans les années 70, on a traité en France des dizaines de milliers d'hectares de forêt. Le seul produit employé était le Bacillus thuringiensis. Et pas les pyrétrinoïdes qui étaient, eux, par contre, utilisés pour traiter des troncs morts après abattis. Donc, c'était essentiellement l'ONF qui faisait ce travail-là. On poudrait avec des pyrétrinoïdes ou on traitait avec des pyrétrinoïdes les arbres une fois abattus pour éviter que les scolites ne les dévorent trop vite. Mais les pyrétrinoïdes n'ont jamais été utilisés chez nous en traitement généralisé sur les forêts. Non, épandage par avion, on est d'accord, mais épandage sur les arbres, donc c'est que ça a probablement fait une pression pour diminuer les populations de tiques. L'interdiction officielle des pyrétrinoïdes en forêt, c'est 2017, ce que l'ONF a annoncé. Ils utilisaient de façon après très ponctuelle, mais l'utilisation des pesticides a été utilisée encore pendant longtemps après l'interdiction du DDT en 1970. Nous avons un groupe forêt à l'Académie d'agriculture qui serait sûrement ravi de se pencher sur le sujet. Jean-Noël Codin, Académie de pharmacie, et puis aussi administrateur d'une association Les Amis de la Bièvre, la vallée de la Bièvre. Et c'est plutôt à ce titre que je vais vous poser des questions, parce que dans cette association de défense de l'environnement, on parle bien souvent des problèmes de forêt, de gestion de forêt. Personne n'est spécialiste, je vous rassure tout de suite, mais il y a des gens quand même qui insistent beaucoup. C'est de l'ancienne agriculture, sylviculture que de faire des coupes rases. Et il y a d'autres qui disent, attendez, quand même, si l'ONF le préconise, il y a peut-être quand même des raisons. Et il ne faut peut-être pas confondre forêt d'agrément, comme il peut y avoir en région parisienne, et puis forêt vraiment d'exploitation. Donc je voulais savoir si, est-ce qu'en effet... mais par contre, alors pour les vieux arbres, on dit qu'il y a les coléoptères, des ceci, des cela. Il n'y a jamais les tiques qui viennent dans cette discussion. Donc est-ce qu'il n'y aurait pas une amélioration de la communication à faire pour que cet aspect soit pris en compte? Les tiques, certes, peut-être il doit y avoir peut-être d'autres maladies aussi transportées. Et puis un autre point de clarification, je n'ai pas bien compris, parce que aussi ce que l'on fait, c'est que vous dites qu'il faut mettre des haies partout. Sur le plateau de Saclay, entre autres, à côté de Paris-Saclay. Voilà. Est-ce que les haies freinent le développement des tiques ou est-ce qu'au contraire, ça favorise le développement des tiques? Alors, c'est une hypothèse que je vais vous faire. Je pense que le remembrement qui a fait disparaître les haies a concentré les animaux et la biodiversité dans des petits espaces forestiers. Donc, je pense que ça a été aussi favorable aux tiques. Et je pense qu'effectivement, si on redilue peut-être la biodiversité, mais après, je ne suis pas spécialiste environnementale pour l'instant. Je fais des observations et je veux dire, tous les témoignages et expertises dans le domaine sont les bienvenus pour faire cet état des lieux, parce que c'est le travail qu'on est en train de faire sur le terrain
comme je le disais, avec une approche vraiment multidisciplinaire. Oui, d'abord là-haut, je vais essayer de donner une... Oui, bien que l'approche soit de lutte contre l'éthique soit pluridisciplinaire, il y a quand même un facteur qui est gigantesque, ce sont les ongulés. Pour un sylviculteur moyen, le gros problème, ce sont les ongulés qui vont détruire ces jeunes plantations et éventuellement les tiques qu'il peut attraper en allant vérifier que ces plantations ont été plus ou moins abîmées par les ongulés. Donc la régulation des ongulés reste un problème important. Il y a deux possibilités. La première, c'est de subventionner les chasseurs, ce qui n'est pas très à la mode, ou bien de pratiquer à des battues administratives, ce qui me paraît pour le moins curieux. À moins qu'on veuille introduire le loup, mais avant que le loup n'ait dévoré la surpopulation considérable de chevreuils et de cerfs qu'il y a dans nos campagnes, il y a quand même une énorme marge. Alors, sans vouloir être provocant, parce que je vois le président qui tique à chacune de mes phrases, mais qu'est-ce que l'on fait? Qu'est-ce que l'on fait? On a trop d'ongulés. En parlant des ongulés, dans la forêt de Montmorency où j'habite, il y a des abattages d'ongulés régulièrement, tellement il y en a qui détruisent en fait les jardins, les potagers et tout. Et, pardon, dans le petit potager que j'exploite avec mon épouse, on a eu des tiques. Pas beaucoup, on a eu des tiques. Non, mais des choses. Oui, Arlette? Arlette Laval. Donc, je suis très surprise par cet exposé qui va complètement à l'encontre de tout ce que j'ai entendu dans mes tentatives de rédaction d'un rapport sur une seule santé et dans ces aspects concernant les végétaux, qui ne sont pas du tout ma spécialité puisque je suis vétérinaire. Donc, moi, j'écoute ce qu'on me dit et j'ai dans mon groupe de travail d'ardents défenseurs du ne rien faire du tout pour laisser... le champ libre à la biodiversité, aux cultures spontanées, etc. Donc, mais je vous assure que c'est un problème, parce que pour essayer de canaliser les différentes options, c'est difficile. Donc moi, je bois du petit lait, parce que si j'ai bien compris, il faut entretenir les forêts. Il faut éviter d'avoir des branches partout, des broussailles qui facilitent la prolifération et la survie des tiques. Mais j'ai peut-être mal compris, d'où ma question. Et l'autre question, c'est je ne comprends pas pourquoi le remembrement peut aboutir à la prolifération des cervidés ou à la prolifération des tiques. Parce que si on remembre, on supprime les haies, et en supprimant les haies, on doit supprimer des lieux de survie et de reproduction des tiques, non? Moi, j'aurais plutôt vu les choses comme ça. Mais je ne demande qu'à me cultiver. Et ma troisième question, qui n'a rien à voir, c'est pour traiter la maladie de Lyme, on fait des traitements très longs. Est-ce qu'on voit apparaître des résistances? Alors, je pense qu'on doit avoir des co-résistances dans l'intestin. Et les gens qui sont traités, ils n'ont pas intérêt à tomber malades d'une autre infection, parce que ça peut certainement poser des problèmes. Mais est-ce que les borrélias deviennent résistantes? Alors, je vais commencer à répondre et je donnerai peut-être la parole à François Briquer. Le nettoyage des forêts. Je suis extrêmement intéressée. Alors, je commence par celle-là, si vous voulez. Avant de conclure dans mon rapport. Alors, c'est qu'on est passé d'une extrême à l'autre et qu'il faudrait retrouver un juste équilibre. Il y a eu une thèse faite à Paris par un géographe qui s'appelle Jean-Paul Amat sur la forêt de Sénart et la maladie de Lyme, et qui a dit comment on peut fréquenter cette forêt en fonction des risques. Je pense qu'il y a des forêts qui sont plus à risque que d'autres et il faut justement alerter en fonction des risques. On n'a pas les mêmes densités de tiques partout, etc. Donc ça, je pense que c'est important. Le risque, ce qu'on appelle le risque acarologique, n'est pas le même dans tous les écosystèmes. Les coulées vertes, c'est sûr, il faudra alerter. Je pense qu'il va falloir faire des études pour voir effectivement si on a de plus en plus de tiques par rapport à un certain nombre d'années. Donc ça, c'est important. Donc c'est vraiment, j'insiste là-dessus, on est passé d'une extrême à l'autre, le point d'équilibre à trouver. D'accord ? Votre deuxième point, c'était sur
Le remembrement, non, je pensais, parce que il y a eu un très bon livre sur la chasse de Charles Stepanov, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont lu, où il a mentionné que la disparition justement des haies a modifié la biodiversité et a concentré les animaux dans des espaces forestiers. Avant, les animaux, ils étaient plus dispersés là. C'est ce que je vous disais dans la fragmentation. Si vous avez des grands espaces forestiers, les hôtes qui servent pour nourrir les tiques sont dilués. Donc la probabilité de contact entre les tiques et les hôtes sont moindres. Si vous éliminez tout et vous concentrez sur des petites parcelles, vous éliminez les haies, etc., vous allez avoir une concentration massive d'animaux et de tiques dans certains endroits, dans des patchs de forêt. Bien, il m'incombe le désagréable d'arrêter des questions parce que l'heure est beaucoup, beaucoup trop avancée. Donc, on ne prend plus de questions. Normalement, les traitements ne sont pas longs. Si c'est érythème migrant, c'est 15 jours. Si c'est phase disséminée, en général, c'est 3 à 4 semaines. Les traitements au long cours n'ont jamais été recommandés. Jamais, jamais. Non, jamais. Monsieur Bricaire, vous confirmez? C'est les recommandations et elles viennent de ressortir. Il n'y a pas de résistance. Bien, mais je vous conseille d'aller à la cafette juste à côté pour continuer ce débat ouvert. Hein. Bon, je passe la parole à un mot très très court alors. Merci. Non, pas de vaccin, Pascal. Pour avoir vécu un tout petit peu en Nouvelle-Angleterre, en particulier dans le Connecticut, où l'habitat est vraiment inséré dans la forêt, c'est ce qui fait le charme de cette région. Quand les gens vont se promener en forêt, quand ils rentrent, on se met tout nu et on fait un tick-check. Et ça protège vraiment bien contre la borréliose de Lyme. Et il y a un vrai problème d'éducation, je trouve, en France globalement, à la fois dans les familles et dans les écoles. Alors c'est difficile quand on emmène des gosses en forêt, on les ramène. Quand on est enseignant, on n'a pas le droit de les faire déshabiller pour voir s'ils ont attrapé des tiques. Les familles ne le sachant pas, les choses éventuellement peuvent se développer. Je trouve qu'il y a un vrai problème d'éducation et que ce serait probablement la façon la plus efficace de vivre dans cet environnement pour lequel, malheureusement, on voit que c'est bien difficile de faire quelque chose. Merci à tous. Jean-Louis, à toi.